Aujourd'hui, nous allons aborder Factfulness, écrit par Hans Rosling. Factfulness, terme intraduisible qui fait référence à une manière de penser et d'agir en fonction de faits avérés et non selon des préjugés ou des sentiments. L'auteur les appelle instincts et il en inventorie 10. 1. Gap instinct, ou tendance à raisonner par écart. Cet instinct nous pousse à classer les choses ou les personnes dans des catégories éloignées les unes des autres. Par exemple, il y a des pays développés, les riches, et des pays en voie de développement, les pauvres. 2. Negativity instinct, ou tendance à être négatif. Nous avons naturellement tendance à voir le côté négatif d'une situation et à en occulter les points positifs. Exemple, face à la guerre en Syrie, nous avons tendance à penser qu'il y a de plus en plus de guerres dans le monde. 3. Straight line instinct, ou tendance à penser que les choses évoluent toujours en ligne droite. Beaucoup de choses ont évolué très rapidement ces dernières décennies, alors nous pensons que ce rythme d'évolution va continuer. Exemple, l'augmentation de la population mondiale. On est passé de 1 milliard au début du XXe siècle à 7 milliards en 2018. Et dans la mesure où nous imaginons que la population continuera à augmenter selon le même rythme, nous pensons que la Terre ne sera pas assez grande pour abriter autant d'individus. 4. Fear instinct, ou tendance à laisser la peur influencer les décisions. Nous laissons la peur inspirer les décisions que nous prenons. Exemple, nous avons peur du terrorisme, donc nous multiplions les mesures de sécurité. 5. Size instinct, ou tendance à donner plus d'importance à des choses mineures. Nous avons tendance à focaliser sur des événements ponctuels et à leur accorder beaucoup d'importance, souvent à tort. 6. Generalization instinct, ou tendance à généraliser une idée à un ensemble de personnes ou de choses que l'on a classées dans la même catégorie. Cette tendance à assimiler des personnes ou des choses qui semblent être identiques nous rassure, car cela limite la sphère de l'inconnu. Exemple, l'Afrique est un continent frappé par l'extrême pauvreté, donc peu importe le pays africain, on va penser qu'il est pauvre. 7. Destiny instinct, ou tendance à penser que les choses sont inscrites dans le marbre. C'est l'idée que les choses sont figées et qu'elles ne peuvent pas changer. Exemple, l'Afrique restera toujours un continent pauvre, car c'est dans leur culture et cela a toujours été le cas. 8. Single perspective instinct, ou tendance à analyser une situation selon un seul angle de vue. C'est une tendance qui est confortable et d'autant plus facile à adopter quand on est spécialiste dans une thématique. Exemple, un expert scientifique analysera une situation et proposera une solution dans son champ de compétences sans avoir de vision globale. 9. Blame instinct, ou tendance à imputer à une personne ou un fait extérieur la responsabilité d'un événement survenu. C'est une tendance naturelle née d'abord du réflexe de ne pas se remettre en question soi-même, puis de la nécessité d'identifier une source facile à repérer. 10. Urgency instinct, ou tendance à agir dans la précipitation et dans l'urgence. Cette tendance va souvent de pair avec l'instinct de peur et nous pousse à agir sans beaucoup de réflexion. Tous ces instincts nous donnent une vision erronée du monde, vision que l'on peut remettre en cause en se référant à des faits prouvés. C'est l'attitude Factfulness. Hans Rosling, professeur suédois spécialiste en santé publique, a dédié une grande partie de sa vie à informer différents publics. Étudiants, hommes d'affaires, hommes politiques, diplomates, etc., sur le véritable état du monde, en s'appuyant sur l'analyse de statistiques. Son objectif était de montrer le décalage entre la vision que la très grande majorité des personnes ont du monde et la véritable vision, révélée par les statistiques et grâce à des graphiques très simples à lire. Il défend également l'idée que cette démarche doit s'appliquer dans tous les domaines, à l'échelle de notre vie d'individu, ou alors pour gérer des problèmes globaux. Ce livre démarre avec un sondage composé de questions sur des indicateurs de santé publique dans le monde. Et quel que soit le public qui répond à ce sondage, les résultats sont similaires avec quelques variantes plus ou moins fortes selon les pays. Mais il démontre surtout que les Occidentaux ont une vision du monde qui était celle des années 1960. Partie 1. Nos instincts nous donnent une fausse vision de la réalité.
Les Occidentaux pensent qu'il y a toujours soit des riches, soit des pauvres, état du monde dans les années 1960. Or aujourd'hui, 75% de la population mondiale vit avec des revenus moyens. Les autres sont riches et quelques pays rares sont encore très pauvres, seulement 9% de la population mondiale. Pour constater l'état général d'une société, on peut observer le taux de mortalité infantile. Celui-ci baisse globalement partout dans le monde, parfois même de manière spectaculaire. Ce qui est intéressant à observer, c'est la tendance nette à la diminution, et pas seulement à un instant T. Cela prouve que les actions mises en place fonctionnent. Aujourd'hui, il existe 4 niveaux de développement. Niveau 1, de 1 à 4 dollars par jour et par individu, environ 1 milliard de personnes. Niveau 2, de 4 à 16 dollars par jour et par individu, environ 3 milliards de personnes. Niveau 3, de 16 à 32 dollars par jour et par individu, environ 2 milliards de personnes. Niveau 4, plus de 32 dollars par jour et par individu, environ 1 milliard de personnes. 5 milliards d'êtres humains sur 7 vivent dans les niveaux 2 et 3. Malgré cet état de fait, seule la Banque mondiale a revu ces catégories. L'objectif de chacun est d'évoluer vers les niveaux supérieurs et ce passage a un impact énorme dans le quotidien. Au niveau 1, les personnes se déplacent à pied, doivent aller chercher l'eau potable au puits, cuisinent à même le sol et se nourrissent d'un aliment principal. Au niveau 2, ils se déplacent à vélo pour aller chercher l'eau. Ils ont un réchaud pour cuisiner et ont une alimentation plus variée. Au niveau 3, ils se déplacent à moto, ont accès à l'eau potable et à l'électricité chez eux et de fait peuvent avoir un réfrigérateur et la lumière quand il fait nuit. Au niveau 4, c'est le mode de vie occidental. Plus généralement, beaucoup ont une vision du monde bien plus négative qu'il ne l'est en réalité. Nous avons tendance à oublier les aspects négatifs de notre passé et à les idéaliser, alors que nous focalisons sur les aspects négatifs de notre présent. La comparaison mène forcément à une nostalgie du passé et à l'idée qu'avant, c'était mieux. Or, cette pensée tombe à l'épreuve des faits. Tous les indicateurs montrent que le monde progresse positivement. Avoir une vision positive du monde ne signifie pas qu'on laisse de côté ce qui ne va pas. Seulement, en célébrant les avancées, on reste optimiste sur notre capacité à agir pour résoudre les problèmes. Cela nous permet de ne pas relâcher les efforts, même si à notre échelle nous avons l'impression que tout va mal. Contrairement à ce que pense la majorité des Occidentaux, 91% de la population mondiale sont dans la vie moderne et sont de potentiels consommateurs. Les pays de niveau 2 et 3 ont des classes moyennes très importantes qui ne demandent qu'à améliorer leur quotidien en consommant. L'être humain aime dresser des contrastes, opposer 2 points de vue, créer une situation de tension et de conflit là où il n'y en a pas forcément. Pour les Occidentaux, qui sont au niveau 4 de développement, tous ceux qui sont en dessous sont classés dans la catégorie des pauvres. À l'intérieur de chacun des 4 niveaux, il existe des nuances, car beaucoup de statistiques comparent des moyennes. Or, si on compare des plages de données, on réalise qu'il y a des croisements entre ces plages, notamment entre le niveau 4 et les autres niveaux, et que les choses ne sont pas si opposées qu'elles en ont l'air. On peut dire que la grande majorité des personnes correspond à la moyenne du niveau dans lequel elles sont, mais qu'il existe des individus qui vivent dans les extrêmes de chaque niveau. Ce n'est pas la culture qui explique le niveau de développement, car quand on observe les conditions de vie à niveau égal dans différents pays, on retrouve beaucoup de points communs. Et au sein d'une même culture, on peut trouver des conditions de vie très diverses. C'est pourquoi dans le schéma de comparaison ci-dessus, les plages se croisent. Mieux vaut donc travailler avec des ratios plutôt qu'avec des chiffres en valeur absolue, car cela redonne aux données leur juste proportion par rapport à d'autres. Le premier pas étant fait, celui d'observer les données statistiques pour relativiser un fait actuel, il faut toujours se méfier de notre tendance à penser que tout évolue de façon linéaire. Le monde s'est considérablement développé depuis le début du XXe siècle et la majorité des personnes pensent que ce rythme très soutenu d'évolution va continuer à l'infini. Pourquoi les experts pensent-ils que le rythme d'évolution va ralentir ? Grâce à un indicateur très simple, le nombre d'enfants par femme. Plus les pays se développent, plus les femmes sont éduquées, plus elles contrôlent leur fécondité et moins elles ont d'enfants,
donc logiquement, la population augmentera moins vite. Notre propension à désigner un coupable unique, couplée à notre besoin de catégorisation, nous conduit à porter un jugement unique sur une catégorie en occultant le fait qu'en son sein, il existe des réalités diverses. Exemple d'idées reçues qui relèvent de cette tendance. Les hommes d'affaires sont cupides et ne cherchent que le profit. De nombreux entrepreneurs consacrent des moyens importants dans des causes qui leur tiennent à cœur ou développent un modèle de business éthique. Les journalistes cherchent à nous berner. Ils sont eux-mêmes dans les mêmes croyances que nous et ne font que les dramatiser pour attirer l'audience. Ils ne cherchent pas à nous berner, car ils sont sincères dans les informations qu'ils nous délivrent. Les passeurs sont responsables de la mort des migrants. C'est notre cadre juridique qui conduit les candidats à l'immigration à choisir des voies bien plus coûteuses et dangereuses. Les pays en voie de développement sont responsables de la dégradation de l'environnement. Si on pondère en fonction de la population, statistiquement, ce sont les pays de niveau 4 qui polluent le plus. Le besoin d'attribuer les victoires et les échecs à quelqu'un conduit à l'illusion de la toute-puissance de cette personne. Exemple, imputer une victoire ou une défaite à un homme politique. Or, le monde avance grâce au système et aux petites actions que les individus, chacun dans son rôle, accomplissent à chaque instant. Pour changer les choses, il faut analyser le système et le modifier au lieu de blâmer une cause unique. La bonne attitude. Face à une nouvelle information, on prend du recul et on analyse les informations de manière plus pertinente en les replaçant dans un contexte plus global. Les statistiques permettent d'avoir cette vision globale, mais pour les interpréter correctement, il est important de les éclairer avec des anecdotes. Le monde est complexe et est le résultat de multiples interactions. Or, lorsqu'un événement survient, nous avons tendance à en imputer la responsabilité à une unique cause. Se limiter à une cause unique, celle qui nous paraît la plus évidente, c'est s'interdire d'avoir une bonne analyse de la situation. Il est donc important d'ouvrir son regard à 360 degrés pour étudier tous les aspects d'une information avant d'en déduire quelque chose. L'enjeu de notre avenir n'est pas d'empêcher les pays de niveau 1, 2 et 3 de se développer pour nous rejoindre au niveau 4, mais plutôt de réinventer nos modes de vie pour qu'ils soient plus respectueux de la planète sans pour autant renoncer au niveau de confort que nous avons atteint. Partie 2. Nos instincts sont exploités pour orienter nos choix. Les marketeurs, les politiques et les activistes jouent sur nos instincts de l'urgence et de la peur pour nous faire passer à l'action. Exemple, vous avez sûrement vu des messages publicitaires dans lesquels on nous presse d'acheter tout de suite le produit vanté, sous peine de se trouver dans une situation abominable. Exemple, les activistes écologistes exposent les prévisions les plus pessimistes pour faire peur et nous pousser à passer immédiatement à l'action. Le fait de créer un sentiment de peur en ne montrant que des chiffres catastrophiques ne sert à rien dans des thématiques où les gens sont déjà sensibilisés à la nécessité de changer les choses. Dans un tel cas, il est plus efficace de montrer toutes les données du problème, les aspects positifs comme les côtés négatifs. Les activistes écologistes ont également tendance à utiliser tout événement tragique pour l'imputer à la dégradation de l'environnement. Exemple, ils ont créé le concept de réfugiés climatiques qui est très discutable, d'autant que la causalité n'est pas prouvée. Or, en faisant cela, on occulte les véritables causes de ce phénomène, l'afflux de réfugiés, et on n'agit donc pas efficacement pour le résoudre. Ces manipulations sont faites pour nous pousser à passer à l'action ici et maintenant, ou plus précisément à prendre une décision dans l'urgence. Les inconvénients d'une décision prise dans l'urgence ? L'histoire démontre qu'agir sous la pression de l'urgence revient à focaliser sur un aspect de la situation et à agir en fonction seulement de ce dernier sans étudier ni les autres dimensions, ni les effets collatéraux de ces actions, qui parfois peuvent être beaucoup plus dommageables que les conséquences que l'on cherche à éviter. Exemple, à l'occasion d'une épidémie en Afrique, il a été décidé de couper les voies terrestres pour mettre en quarantaine la zone la plus infectée. Or, la population s'est tout de même déplacée en utilisant les voies fluviales, dans des conditions précaires et dangereuses, ce qui a causé un accident grave. La décision prise en urgence, mise en quarantaine, n'a pas pris en considération les alternatives que les gens trouveraient pour se déplacer. Exemple, un hôpital de brousse reçoit des patients qui nécessitent des soins complexes que le personnel ne maîtrise pas.
et pour lesquels l'intervention d'un médecin serait nécessaire. Qu'est-ce qui est plus efficace ? Un médecin qui prend le temps de soigner un certain nombre de patients qui se présentent à lui, ou bien un médecin qui prend le temps d'aller analyser le terrain et de proposer des mesures de prévention de premier niveau pour éviter le développement des maladies. Étant donné que les moyens financiers sont limités dans ce cas, où est-il plus utile de consacrer les moyens ? Dans le premier cas ou dans le deuxième cas ? Dans le premier cas, on sauve quelques vies et dans le deuxième, on sauve des milliers voire des millions de vies. La réponse à la question devient plus évidente dès qu'on ne raisonne plus dans l'urgence et dans l'émotion. La bonne attitude ? La meilleure stratégie est de faire des petits pas victorieux, car les actions massives prises dans l'urgence ont rarement l'efficacité escomptée. Partie 3. Tout est question de focus. Les médias relaient en abondance des situations négatives. Ils mettent le focus sur des événements spectaculaires, et le fait de ne pas prendre de recul entretient l'idée que le monde va de plus en plus mal. Si les journalistes parlaient de choses positives, ils feraient beaucoup moins d'audience. Le public recherche le sensationnalisme et a besoin de conforter son sentiment que le monde empire. Exemple, parler de la guerre dans tel pays ou des ravages d'un cyclone est bien plus attractif que de partager des statistiques prometteuses sur la réduction de la pauvreté dans le monde depuis le début du XXe siècle. Le taux d'extrême pauvreté dans la population mondiale est passé de 85% à 9% en l'espace de 20 ans, avec une forte accélération de cette tendance ces 2 dernières années. A contrario, certains événements sont passés sous silence, alors qu'ils ont un impact beaucoup plus important. Exemple, le fait que le centre du monde se déplace vers l'Asie et que la domination occidentale est sur le déclin. On ne peut pas exiger des journalistes, activistes et politiciens qu'ils nous livrent une vision factuelle du monde, car cela ne sert pas leurs intérêts. C'est à nous, consommateurs d'informations, de faire la part des choses. Nous avons tendance à accorder aux choses négatives plus d'importance qu'elles n'en ont, car nous mettons notre focus dessus. Partie 4. Les méta-risques qui impactent tous les autres. Ces grands risques doivent être réduits au maximum pour permettre à chacun de se développer et d'atteindre le niveau 4. 1. Le risque de pandémie. Certaines sont incontrôlables, car elles se transmettent par la voie aérienne. Exemple, la grippe espagnole dans les années 1920 a tué 50 fois plus de personnes que la Première Guerre mondiale. Dans les périodes les plus récentes, on a connu des épisodes d'épidémies de grippe très virulents et on a vu combien il était difficile d'éviter sa propagation. En matière de pandémie, c'est souvent le sentiment d'urgence et de peur qui guide la prise de décisions lourdes et coûteuses, justifiées par un principe maximal de précaution. 2. Le risque de guerre mondiale. La paix dans le monde est la condition préalable et nécessaire pour agir sur le terrain et améliorer le développement économique et social des pays. Par rapport au siècle précédent, nous vivons dans une époque de paix, même s'il reste encore quelques zones de conflit. Pourtant, de la vie générale, le monde est plus dangereux qu'avant. C'est oublier la prolifération nucléaire pendant la guerre froide, les 2 guerres mondiales, les guerres de décolonisation, les guerres entre les puissances européennes depuis presque 2000 ans. Il est clair que dans les zones de guerre actuelles, il est impossible d'améliorer le sort des populations. Donc la priorité est de restaurer la paix pour permettre à ces populations de sortir de leur extrême pauvreté. Le développement économique et la prospérité des entreprises ne sont possibles que si la paix règne sur le monde. Pour promouvoir cette dernière, il faut développer les interactions entre les peuples, les pays, les cultures, etc. 3. Le risque d'effondrement financier. Notre système qui régit les économies mondialisées est tellement complexe qu'il est impossible de prédire les futures crises. Si nous ne faisons rien, la prochaine grosse crise sera bien pire que celle de 2008, tant le système s'est complexifié. En simplifiant le système, il deviendra possible de mieux prévoir les crises et donc de placer des garde-fous pour prévenir leur arrivée. 4. Le risque de changement climatique. Il est absolument vital que les pays de niveau 4 revoient leur modèle de développement et mettent en place des alternatives qui permettent d'obtenir le même confort de vie sans pour autant préjudicier à l'environnement. Il faut inventer des solutions qui permettent à 11 milliards de personnes de pouvoir espérer monter au niveau 4.
Il est légitime que tout le monde veuille vivre à ce niveau. 5. L'extrême pauvreté. Ce n'est pas un risque, mais une triste réalité. Heureusement, elle recule à grands pas. Seulement 9% de la population mondiale, soit 1 milliard de personnes parmi lesquelles se trouvent celles qui vivent dans une zone de guerre, d'où l'importance de pacifier le monde. C'est un cercle vicieux, car les zones d'extrême pauvreté sont le terreau de prolifération de grands risques, tels que les guerres civiles, les pandémies, les trafics et le terrorisme. En effet, plus il y a de pauvreté, moins les besoins primaires sont comblés, moins il y a de moyens pour lutter contre les épidémies qui se propagent, donc plus facile que dans les zones où des moyens médicaux de prévention et de soins sont accessibles à tous. De même, si la population est affamée, les jeunes générations seront tentées d'entrer dans les milices ou autres mouvements révolutionnaires ou terroristes pour tuer leur ennui. Donc en réduisant encore l'extrême pauvreté, on diminue tous les autres risques dans ces zones. Et le plus fort, c'est que les solutions et les outils pour éradiquer cette pauvreté ont déjà été éprouvés dans d'autres pays. Il n'y a pas de nouvelles technologies à développer pour supprimer la pauvreté, il faut juste dupliquer ce qui a déjà fonctionné ailleurs. 6. Les risques inconnus. Il existe toujours une probabilité pour que de nouveaux risques naissent. On ne les connaît pas encore aujourd'hui, mais il faut se préparer à leur arrivée, à les analyser et à lutter contre eux. Conclusion. Ce livre permet d'ouvrir les yeux sur notre manière de voir le monde qui nous entoure. S'il évoque des problématiques de santé publique et humanitaire, les principes qui y sont développés sont parfaitement transposables dans la vie des affaires. Pour simplifier, ce livre nous incite à ouvrir notre esprit et à réfléchir à 360 degrés. Plan d'action. 1. Comment réagissez-vous face à une nouvelle information ? 2. Prenez-vous des décisions dans l'urgence ? 3. Si c'est le cas, prenez une feuille et posez le négatif et le positif. 4. Durant une semaine, prenez conscience de l'importance que vous donnez aux choses négatives. 5. Quelles mesures pouvez-vous mettre en place pour se concentrer sur les événements positifs ? 6. Listez les changements que vous avez effectués durant cette semaine. 7. Comment vous avez fait pour y arriver ? Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt